Soumaya Naman Guessous, bonjour. Bonjour Alice. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également, c'est un plaisir pour moi. Alors, vous êtes sociologue. Oui. Vous enseignez à l'université Hassan II de Casablanca. Oui. Alors, depuis quelques jours, vous êtes au Québec. Oui. Pourquoi êtes-vous là? Je suis là parce que j'aime beaucoup le Québec. Oh, super. Je suis là aussi parce que mes filles ont fait leurs études ici même, à Montréal. J'ai beaucoup d'amis. Je suis très intéressée par tout ce qui se passe au niveau des lois, au niveau du féminisme, au niveau de la société civile. J'ai beaucoup d'amis ici. Et il y a pour moi une dynamique culturelle qui est très importante et que j'essaye de suivre régulièrement. Ce qui me dérange, c'est la neige et le froid qui durent trop longtemps chez vous. Oh, mais c'est une condition qui dérange tout le monde, hein? Tout le monde qui arrive par là et qui tombe sous la pluie de neige, sous cette tempête de neige. Mais vous arrivez à un très, très bon moment. Là, le soleil commence à pointer à l'horizon. C'est vrai. Ça devient agréable. Oh, ça devient agréable. C'est super. Ouais, ouais. Alors, vous êtes donc auteur, autrice ou auteur. Ici, c'est on auteur. dirait... Oui, Voilà, auteur. Très, très prolifique. Oui. Vous avez écrit pas mal d'ouvrages et généralement, quand je lis vos titres, ça me suggère quelque chose, votre dimension très, très féministe. Nous, les femmes, vous, les hommes. Oui. C'est pas juste. C'est le Pourquoi? dernier. Je dénonce ce qui me semble être des injustices dans mon pays ou ailleurs. Je dénonce pour informer, sensibiliser, essayer de faire en sorte que les lois changent aussi pour protéger les personnes qui sont défavorisées par la société, par des individus, par des institutions ou par des manquements de loi. Et en tant que féministe, vous devez dénoncer des injustices qui concernent généralement les femmes. Beaucoup, oui, puisque ce sont les femmes qui se trouvent aujourd'hui dans une situation plus ou moins avilie, c'est normal. Si demain, il y avait les hommes qui se trouvaient dans cette situation, je ne serais pas féministe, je serais masculiniste, je ne sais pas si ça existe, il faudrait l'inventer. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, à travers le monde, ce sont surtout les femmes qui souffrent d'inéquité, d'inégalité et d'injustice. Et justement, parlant d'injustice, est-ce qu'on peut les nommer, particulièrement au Maroc? Au Maroc, est-ce que ce serait seulement au Maroc? Est-ce que ce serait au Maghreb? Est-ce que ce serait seulement dans les pays musulmans? Est-ce que ce serait à travers le monde? Parce que les injustices perdurent vis-à-vis des femmes à travers le monde. Au Maroc, ce qui me semble être aujourd'hui important, c'est qu'il y ait des lois qui protègent les femmes. Nous avons eu une réforme du Code de la famille qu'on appelle la Moudouana en 2004. En 2004. Voilà, grâce à la mobilisation des féministes, de la société civile, des intellectuels, etc. Et ce fut réellement une réforme qui était vraiment révolutionnaire. Maintenant, entre 2004 et 2019, il s'est passé quand même près de 2 décennies. Et il y a encore des lois qui doivent être modernisées, actualisées, parce que le profil des femmes marocaines change, il mue à une vitesse extraordinaire et les lois parfois ne suivent pas. Alors moi, mon cheval de bataille en ce moment, ce serait l'inégalité successorale au niveau de l'héritage, par exemple. Justement, oui, tout à fait. Comme dans la plupart des pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne aussi, d'où je viens. Généralement, c'est des endroits où les femmes sont spoliées sous prétexte qu'elles n'ont pas droit à l'héritage. Est-ce que c'est toujours le cas au Maroc? D'abord, oui, c'est toujours le cas, sauf que l'héritage, le partage est régi par la charia. Et quand on dit la charia, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la tradition, le hadith, la tradition prophétique, c'est l'exégèse de manière générale. Et aujourd'hui, quand on parle de réformer l'héritage, on est face à des, je vais dire pas seulement des intégristes, des obscurantistes, à des conservateurs et conservatrices également de façon générale, parce qu'on va vous dire tout de suite, non, c'est le Coran. Or, on peut réformer. Dans l'islam, il y a l'ijtihad, c'est-à-dire cette capacité que l'exégèse réforme pour contextualiser. Et c'est ce qu'on demande. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des barrières, il y a des obstacles qui font qu'on ne peut pas en parler de façon sereine. Et tout de suite, on vous dit non, c'est dans le Coran. Mais dans le Coran, il y a une très grande ouverture. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'héritage, le Coran, quand il a été révélé, les femmes n'héritaient pas du tout. Or, le Coran a attribué à la femme la moitié de la part
de l'homme avec des conditions, puisque c'était les hommes et toute la communauté qui prenait en charge les femmes. Aujourd'hui, les femmes, elles sont pourvoyeurs elles-mêmes, pourvoyeuses de famille. Un foyer sur 6 au Maroc est pourvoyé exclusivement par des femmes. Les femmes travaillent pour leur famille, pour leurs enfants, elles travaillent pour les pères, pour les frères, pour les fils. Donc tout le contexte a changé. Et les arguments selon lesquels l'homme devait avoir plus parce qu'il entretenait les femmes, aujourd'hui est brisé. C'est un argument brisé aujourd'hui. Pourtant, avec l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, il y a eu beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, transporté par cette volonté de réforme, de modernisation de la société. Exact. Qu'est-ce qui achoppe dans le nouveau code de la famille, justement, par rapport à l'héritage ? Le nouveau code de la famille de 2004 n'a pas parlé d'héritage, puisqu'il y avait d'autres priorités à gérer, notamment au niveau du mariage. Du mariage précoce. Le mariage précoce, d'abord. Les conditions du divorce. C'est ça, oui. Exactement. Puis le fait qu'une femme puisse se marier sans avoir de tuteur. Parce qu'avant, vous pouviez avoir 80 ans, vous voulez vous marier, vous fallait un homme. Ça pouvait être votre frère. Le père, vous avez toutes les chances qu'il soit déjà parti. Et ça pouvait être votre fils. Vous voyez, c'est aussi le fait que le mariage était sous la domination de l'homme. Alors que là, il y a une égalité entre le mariage, il est sous la responsabilité, de l'homme et de la femme. Mais l'héritage n'était pas encore, si vous voulez, il faisait pas partie des priorités. J'ai écrit le premier article qui a été écrit au Maroc sur cette inégalité, c'était en 1994. Et il a suscité un très grand scandale. Et après, on a eu l'impression qu'on est passé vers d'autres priorités qui ont donné cette réforme de 2004. Et là, il y a cette prise de conscience. Je continue à batailler pour au moins que le débat soit mis sur place. Des associations sont en train de se mobiliser. Il y a tout un réseau d'associations qui actuellement préparent tout un plaidoyer. Donc, si vous voulez, c'est déjà pas mal que le tabou soit brisé, alors qu'avant, c'était le grand tabou. Alors, vous arrivez au Québec dans un contexte tout à fait particulier. Il y a le gouvernement de la CAQ qui a déposé un projet de loi, le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, et qui donc interdit le port de signes religieux au personnel de l'État en position de coercition, et qui l'étend également aux enseignants, notamment les enseignants du secteur public. Oui. Que vous suggère ce projet de loi-là? Mais écoutez, moi, je suis vraiment très mitigée. C'est quelque chose qui me dérange. L'histoire du port du voile ou pas a démarré en France il y a quelques années. Et je trouve qu'on a attribué trop d'importance à ce choix de porter ou pas, d'être voilé ou pas. Oui. Je pense que on a accordé une importance disproportionnée qui a fait qu'on a eu des réactions qui peuvent se radicaliser. Et là, j'arrive au Québec, et je me rends compte qu'il y a un certain malaise, il y a une petite fracture au niveau des gens que je connais même, y compris avec ma propre fille. Et je n'aime pas la façon dont le débat est abordé. Vous savez, quand on parle de signes, finalement, on parle de quoi? Il ne faut pas se cacher. On ne parle pas des croix, on ne parle pas de la kippa, on parle du voile. Là, on va pas. Non, mais dans le projet de loi, c'est vraiment tous les signes religieux. Mais le point de départ, c'est quoi? C'est le foulard, c'est le voile, c'est la burqa, etc. Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça, parce que je pense que une personne a le droit de se couvrir ou de se découvrir. C'est un choix personnel. Une personne a le droit de porter une kippa ou pas, ou une croix ou autre. C'est un choix, ou un ruban, un turban. C'est un choix personnel. Maintenant, ce qui me dérange, c'est quand il y a une idéologie qui est liée à ce morceau de tissu. À ce morceau de tissu. Voilà, c'est ça qui peut déranger. Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que quelque chose se cache? Se cache en arrière. En arrière ou pas? Moi, je peux vous dire, par exemple, qu'au Maroc, nous avons des femmes qui portent le foulard et qui sont dans les associations les plus féministes, qui sont des avant-gardistes et qui, chaque jour, bataillent dans leur vie au quotidien pour leur liberté auprès du mari, dans l'espace public, etc. Mais là où ça devient dérangeant, c'est quand cette étoffe va empiéter ma propre liberté. C'est là où et la liberté des autres aussi. Et la liberté des autres. Est-ce qu'on peut dire que au Maroc, certaines femmes qui portent ces morceaux de tissu, comme vous l'appelez, est-ce que on peut penser que ces femmes-là véhiculent une certaine idéologie, certains groupes? C'est-à-dire, elles peuvent, oui, pas toujours. Bon, on n'a pas le temps de s'étendre sur parce que bon, si vous saviez quelles étaient les raisons qui font que les femmes portent ce foulard ou autre, vous serez vraiment étonné. Parfois, la femme le porte pour se libérer dans l'espace
publique. La jeune fille le porte pour que ses parents lui fassent plus confiance et qu'elle puisse sortir et revenir. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de parler de toutes ces raisons qui font qu'une femme va porter un foulard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parmi les femmes qui choisissent de se voiler, entre guillemets, on va dire, certaines le font parce qu'elles ont des convictions religieuses. Voilà. Et elles le vivent très bien, elles respectent la liberté des autres, mais d'autres peuvent effectivement être là pour vous donner des leçons, vous dire, bon, c'est l'islam, attention, il faut vous couvrir, etc. Et ce qui me dérange encore dans tout ça, c'est que finalement, le discours qu'on peut entretenir, c'est cachez-vous pour que les hommes restent de bons croyants. Okay. Cachez-vous pour que les hommes ne nous désirent pas dans la rue. Et ça, c'est, vous voyez, quand une jeune fille me dit, une femme me dit, j'ai fait le choix, je suis convaincue que par chasteté ou pour d'autres raisons, j'ai le plus grand respect pour ce choix. Mais moi, quand on me dit, les hommes, les femmes doivent se cacher leurs atouts pour ne pas séduire l'homme qui, lui, risque d'être affaibli dans sa piété, là, c'est quelque chose qui me dérange. Parce oui, j'allais poser la question de savoir, est-ce qu'au Maroc, on a des femmes qui se battent pour enlever le voile? Et que pensez-vous de leur combat? Est-ce qu'on a des mouvements réels contre le voile? Non, ça n'existe pas, mais c'est vraiment épars, c'est éparpillé, c'est des prises de position, c'est des discussions, parce que c'est même dans nos propres familles. Nous avons des femmes qui choisissent de porter ce foulard. Des femmes qui se sont libérées dans les années 60, elles ont porté la mini-jupe, elles étaient en bikini sur les plages, etc. Et qui aujourd'hui font le choix. C'est leur choix le plus... Moi, je respecte, vous voyez. Tant, encore une fois, que ça ne touche pas. Tant qu'elles me laissent, moi, me comporter et faire mes propres choix. Et il n'y a pas vraiment de mouvement. Mais on sent effectivement que ça bascule, vous voyez, qu'il y a au niveau des féministes, par exemple, des associations, il y a cette discussion, ce discours, comme quoi nous avons bataillé, nos grands-mères ont bataillé. Par exemple, ma grand-mère a porté le niqab avec la djellaba, elle l'a enlevé dans les années 50. Ma mère s'est habillée à l'occidental. C'était vraiment une prise de position, une manière de se libérer des jougs, des traditions. Et on a parfois l'impression qu'on va revenir quelques décennies en arrière. Et c'est même le discours qu'on retrouve ici au Québec, parmi même les Canadiennes, enfin les Québécoises, qui vont vous dire, oui, on a vraiment bataillé pour obtenir notre liberté, la démocratie, le droit, etc. Et cette étoffe va nous faire revenir en arrière. Comme votre mère... raison ou à tort, on ne sait pas. Bon, je comprends. Comme votre mère, vous avez fait le choix de vous vêtir à l'occidental. Exact. Pourquoi? Est-ce un suivisme ou simplement par émancipation? Alors, je vais vous dire, la femme marocaine la plus moderne, et je pense que je suis assez moderne, va avoir dans sa garde-robe la djellaba, le kaftan. Et on est capable d'avoir les deux. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelque chose de pratique pour marcher, pour travailler, etc. J'ai fait le choix de ce qui était pratique, parce que c'est vraiment, le pantalon est plus pratique que la djellaba. Le costume marocain traditionnel est connu à travers le monde pour être un costume d'une extrême beauté. Les plus grands stylistes, y compris Yves Saint-Laurent, se sont inspirés du costume traditionnel marocain. On le porte très souvent chez nous à la maison quand on reçoit pour être à l'aise dans les mariages. Donc, moi, comme les femmes comme moi, ont le plus grand respect pour cet habit traditionnel. On le porte beaucoup pendant le mois de Ramadan pour être plus à l'aise le soir. Mais je pense que, nous avons cette liberté de choisir l'habit qui convient au contexte dans lequel on se trouve. C'est très pratico-pratique. Voilà. On va donc revenir... Là, c'est la dernière question. À cet ouvrage, vous dites les femmes dans le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Parlant d'égalité. Oui. Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Alors, par rapport... égalité homme-femme, à l'égalité homme-femme, il faut savoir que le Maroc a ratifié toutes les conventions internationales. Là, on est vraiment protégé. Vous avez parlé comme partout ailleurs, hein? Comme partout ailleurs. Oui. Non, pas comme partout ailleurs dans les pays musulmans et arabes. Non, non, du tout. Ça, c'est une orientation, c'est un choix politique qui vient du roi, dont vous avez parlé, de Mohamed VI, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui vient aussi d'une politique d'État, qui est aussi sous l'impulsion de la société civile, etc. Donc voilà, ça... Mais entre la ratification et la mise en application, il y a tout un fossé. C'est ça, nous avons le Code de la famille qui a été révolutionnaire, mais on demande actuellement une autre réforme, parce que là, il commence à être dépassé. Une réforme de la réforme. La réforme de la réforme, oui. Et il y en a eu une en 93, je crois.
Oui, en 93. Une autre en 2004. 2004. Et nous demandons à ce qu'elle soit... Une autre réforme aujourd'hui, en 2019. C'est normal, parce que le profil des femmes change à une vitesse, mais très, très, très rapide. Et c'est tout à fait normal qu'une loi, aujourd'hui, elle est adaptée, et 5, 6, on va dire une décennie plus tard, elle devient obsolète. Et c'est pour ça qu'on demande une réactualisation, parce que le profil des femmes est en train de changer, de la société, et des hommes aussi, vous savez, aujourd'hui. De façon très, très radicale. Nous avons, je vous donne un chiffre, parmi la population au Maroc qui est âgée de plus de 10 ans, c'est pratiquement le tiers de la population qui est analphabète. Mais aujourd'hui, pour les moins de 10 ans, c'est pratiquement 100% des filles qui sont scolarisées. Oui. Et quand on parle des filles, on parle de 40% d'un pays qui a 40% de ruraux. Tout à fait. Et quand on se rend compte que au niveau du rural, où il y a le plus de conservatisme, vous avez pratiquement 100% de petites filles qui sont scolarisées, ça veut dire qu'il y a des transformations au niveau des mentalités des femmes, mais aussi des hommes, parce que c'est le père qui envoie sa fille à l'école. Et donc, le Maroc change à une vitesse très, très rapide, et c'est tout à fait normal que nous demandons des réformes, et nous allons les demander toute une vie. Parce qu'il faut savoir que le Maroc, en termes d'évolution par rapport à la société, par rapport à la condition de la femme, par rapport aux mentalités, etc., finalement, nous avons commencé cette marche il y a à partir pratiquement des années 60. Ça fait pas longtemps. Ça fait 60 ans à peu près. Et en 60 ans, nous avons réalisé ce que, par exemple, les Québécoises ont réalisé pratiquement en un siècle. Tout à fait, tout à fait. Non, je comprends. Voilà. Et c'est pour ça que les réformes doivent être plus rapides. Tout à fait. Voilà. Mais la toute dernière, je vous ai entendu dire, c'est le père qui envoie sa fille à l'école. Oui. Ça veut dire la société reste très, très patriarcale. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il devait y avoir un obstacle. Non, les mères veulent scolariser leurs enfants. Mais avant, les filles n'étaient pas scolarisées. Pourquoi? Parce que l'honneur des familles repose sur les filles. Sur les filles, Et qui sont les gardiens de l'honneur? C'est les hommes. Et c'est le père qui pouvait refuser d'envoyer la fille à l'école en se disant il faut la marier vite parce qu'elle risque d'avoir des rapports sexuels, etc. Donc, l'obstacle, c'était pas les mères. L'obstacle, c'était le père. Et si les filles sont scolarisées, ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus du tout cet obstacle, que les pères veulent, et parmi eux même les 40% de ruraux, veulent donner des chances de réussite à leurs filles et acceptent de les laisser occuper un espace hors du cloître dans lequel les femmes étaient et le mariage précoce Alors, le mariage est à 18 ans. Le mariage précoce continue à s'exercer dans des taux de moins en moins importants. Il continue, mais ce qui est important, c'est qu'il continue à s'exercer, mais il y a tout un mouvement qui revendique, vraiment, il y a tout un mouvement associatif, des intellectuels, etc., qui revendiquent le fait que l'on arrête ce n'est même pas un fléau. C'est pas un fléau. Il est vraiment temps qu'on l'arrête. Voilà, une injustice, je dirais. Voilà, c'était donc Soumaïa Naman Guessos. Vous êtes donc professeur d'université. C'est l'université Hassan II de Casablanca. Très, très intéressante, avec pas mal de publications sur le féminisme, les femmes, l'émancipation. Voilà, c'est ça. Voilà, on a pas mal de titres concernant les femmes, mais aussi les hommes. Mais aussi les hommes, oui. Voilà, parfait. Donc, elle est là. Vous pouvez l'entendre. C'est dans 2 ou 3 jours à l'université. Demain, je serai à l'UQAM, à 12h30. Voilà, à 12h30, voilà. Et après-demain, je serai à l'UDM. Tout à fait. Excellent. Donc, conférencière. Je vous remercie beaucoup d'être venue nous voir. Je vous remercie également pour l'accueil. Merci. Avec plaisir.